Bonjour à tous, ici Pierre Saint George à Toulouse avec Papacito. Salut à tous. Bon, Papacito, en contre-jour de la mort, ça te rend encore plus mystérieux et méchant. Alors, explique-nous, comment on fait pour être un Visigoth dans un pays de fillettes? Alors on se cramponne aux choses immédiates qui sont l'identité culturelle, l'alimentation, la vraie, celle du terroir. C'est prendre des habitudes, si tu veux, de rejeter tout ce qui est superficiel et de se cramponner aux choses qui sont chargées de valeur. Ça peut être choisir ses amitiés, choisir les langues qu'on parle, les activités qu'on fait et ce qu'on mange et qui on fréquente. Alors dans la virilité, dans la masculinité aujourd'hui, tu parles de valeurs. Quelles sont ces valeurs fondamentales selon toi? Alors, fondamentalement, prendre soin des siens. C'est-à-dire, l'homme, le chef de famille, le chef de clan, c'est la destinée historique naturelle de l'homme. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on doit être un support inébranlable pour les siens, pour ses parents, pour sa compagne, pour le foyer qu'on fonde quand on a des enfants. Pour moi, ça me paraît être la première des nécessités. Secondo, on est l'homme qui habite sa terre, donc on défend sa terre. On défend les valeurs, on défend son histoire, on défend sa culture, sa langue, qui est la deuxième mission, à mon avis. Après le foyer, quand l'homme sort du foyer, la deuxième chose qu'il doit faire, c'est ça. Et qui est ensuite la défense, des valeurs qui sont supranationales. Donc il y a la famille, il y a la région, il y a la nation. Et après, il y a les valeurs supranationales qui sont la religion à laquelle on adhère, la culture qu'on veut, la macroculture qu'on veut sauvegarder. Ça peut être aussi à l'échelle continentale. Voilà, pour moi, c'est ça. Par ordre de... Alors après... chacun choisit, et c'est déjà très dur de faire les choses, même le premier poste, qui est d'être un bon chef de famille, c'est presque un truc déjà l'œuvre de toute une vie. Donc c'est très difficile, il faut essayer d'être tout ça à la fois. Alors tu fais de la boxe. Ouais. Dans la boxe, on retrouve une fraternité entre combattants. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a appris et qu'est-ce qui continue à te passionner dans cette activité, dans ce sport? La boxe, c'est l'instant de vérité. Et si tu veux, toute la civilisation occidentale a tout fait pour que les instants de vérité disparaissent. Parce que les instants de vérité forcent les hommes à aller au-delà de la consommation bête d'informations ou de publicité. Ça force à l'introspection profonde, à l'humilité profonde. Or, toute introspection profonde et humilité profonde replace les choses dans leur ordre naturel. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand tu as pris des pêches dans la gueule, immédiatement, il y a beaucoup de choses qui te semblent futiles. Là, il faut récupérer ses esprits, il faut se retourner au combat. Et ce que ça mobilise, c'est quelque chose de bestial qui est complètement indépendant de tout ce que t'amène l'État, la République. Et en fait, elle devient obsolète. Et en fait, la boxe rend beaucoup de choses obsolètes. Et les instants de vérité en général, qui peuvent être dans d'autres sports, dans d'autres choses, rendent l'État obsolète, la République obsolète, et ça, elle ne le veut pas. Donc en fait, tout est mis en œuvre pour que ces instants de vérité disparaissent. On dénigre le sport de combat, on dénigre les choses qui ont trait à la mise en danger, pour faire des gens toujours plus asservis, des gens toujours plus manipulables et faibles en fait. Alors est-ce qu'on peut dire efféminé? Oui, parce que en fait, le creuset de l'identité et de la fonction masculine, c'est d'aller voir derrière la colline. L'homme a toujours envie d'aller voir derrière la colline. La femme, elle, préfère en fait la sécurisation du foyer puisqu'elle va donner la vie. Donc toute la lutte de la vie entre l'homme et la femme, c'est que l'homme aille un peu moins voir derrière la colline et que la femme puisse avoir un foyer qui soit à peu près confortable. Le but étant que l'homme puisse à la fois offrir un foyer convenable et aller voir derrière la colline. Voilà, s'aventurer, faire une grotte bien, mais aussi aller s'aventurer, aller voir ce qu'il y a derrière. Ne pas devenir une femme et rester dans la grotte avec la femme toute la journée, quoi. Et là-dedans, entre l'honneur, comment tu le définirais et est-ce qu'il est encore important de nos jours? Alors tu vois, c'est très intéressant parce qu'on vient de parler d'action. On peut être un homme d'action sans être un homme d'honneur. L'honneur, c'est l'esthétique qu'on met sur l'action. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé par les Européens à la chevalerie, qui a aussi été développé par les Asiatiques avec le credo samouraï. Et si tu veux, c'est l'esthétisme de l'action, l'esthétisme de la violence. Et c'est très important parce que dans quelque chose qui fait appel à des sentiments et à des actions très animales et très violentes, on va mettre de la civilisation. Et c'est ça, le sommet de la trajectoire de la culture de l'homme, c'est d'aller mettre de la civilisation, y compris dans les actes violents, de rester un homme civilisé, y compris quand il se livre à la plus grande des bestialités. Et en fait,
l'honneur, à mon avis, est très important parce qu'il nous différencie des sauvages. Un sauvage peut être viril et violent, il ne peut pas être un chevalier. Tu comment je veux dire? Parce qu'il n'a pas l'honneur, il n'y a pas le panache. Voilà. Alors tu as écrit un excellent livre, j'en avais déjà parlé. Merci. Carnet de guerre, on te reconnaît d'ailleurs. Il est très très bien. Merci. Dans ce livre, tu relates un petit peu un certain désespoir, en tout cas au début, face à toutes les valeurs justement d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout celles que tu viens d'expliquer. Alors oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'interroge sur la société qui nous entoure, et si on a eu la chance de bénéficier de modèles qui n'étaient pas pervertis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents, j'ai été élevé par mes grands-parents en partie, qui étaient des gens qui étaient issus de grands archaïsmes, quoi, qui étaient le produit de grands archaïsmes. Donc, il y a des défauts à l'archaïsme, mais il y a aussi des trésors d'archaïsme. Parce que l'archaïsme, par définition, il n'est pas contaminé par la modernité. Et donc, en fait, si tu veux, grâce à ces gens-là, je me suis aperçu de ce qui était normal et de ce qui ne l'était pas. Quelqu'un qui naît dans un dépotoir pense que le monde, par essence, est un dépotoir. Quelqu'un qui naît à Versailles pense que le monde, par essence, est à Versailles. Quelqu'un qui a côtoyé le dépotoir, côtoyé Versailles, il sait que la vraie vie, elle est à la ferme. La vie naturelle, elle n'est ni dans le dépotoir ni à Versailles, elle est à la ferme. Voilà. Et si tu veux, moi, ce que j'essaye, c'est de mettre un peu de ferme, soit dans le Versailles des bobos, soit dans le dépotoir des gens qui veulent faire de l'Europe une poubelle à ciel ouvert. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Le centre, il est là. Si tu veux, comment te dire, la solution, elle est là. Ouais. Elle est d'en refaire de la normalité. Et bien en fait, le centre de la vie dans notre pays, quoi. De la normalité. Alors quand tu parles de l'Europe, Ouais. tu l'as dit dans ton livre, que les caractéristiques de l'Européen sont bien sûr cette forme d'honneur, cette forme de panache, cette forme même de violence, mais aussi une forme d'ouverture. Il n'y a que nous, il n'y a que les Européens qui sont ouverts sur le monde. Alors, en tout cas, il n'y a que nous qui arrivons, parce que tu as des gens qui sont ouverts sur le monde, c'est le cas des Japonais, mais qui ne font venir personne du monde. Un Japonais, il va adorer aller voir des Maasai au Kenya, mais il n'y a aucun Maasai qui pourra obtenir la nationalité japonaise en suivant. Tu comprends, je veux dire. Donc, Ouais, ça c'est plutôt bien. l'Européen, lui, par contre, il va quelque part, il capte quelque chose qu'il trouve beau, et comme il est toujours à la recherche d'optimiser, il va importer ce quelque chose pour essayer en fait, d'agrémenter sa culture. C'est ce qu'on a fait pendant des siècles, c'est ce qu'a fait Rome. Rome et l'Europe, c'est la même chose. L'Europe est la descendante de Rome parce que Rome est la rencontre, en tout cas l'Europe est la rencontre du monde barbare et du monde civilisé. Et c'est ça qui fait la culture européenne. Et en fait, tout l'équilibre consiste à savoir capter chez l'autre ce qui est intéressant pour l'agrémenter, pour l'agréger à notre culture, mais refluer ce qui n'a pas d'intérêt et ce qui dégrade notre culture. Donc je pense que toute une question d'équilibre en fait. Il y a toujours du bon à prendre partout, mais c'est des questions de dose. Voilà. Intéressant. Moi, je t'ai connu à l'époque où je ne savais pas qui tu étais, parce que tu faisais ce blog FDP de la mode. Tout à fait. Avec notre ami Morceau. Et il était vraiment très très politiquement incorrect. Ouais. Déjà, c'est probablement un des premiers blogs en France extrêmement qui rentrait dans le politiquement correct, qui cassait tout sur son passage. Ça avait démarré en quelle année? C'était déjà il y a 2012. 2012, ouais, j'allais dire, il y a 8 ans. Ouais, c'est... Ouais. Et c'était extraordinaire. Et donc, ton livre n'est pas la reprise du blog, mais il part à partir du blog sur autre chose. Alors, en fait. Entre-temps, il y a eu une maturité aussi qui s'installe parce que j'étais très jeune quand j'ai fait le blog. Le livre, c'est le blog maturé. Ouais. Je pense qu'il est tout aussi provocant qu'il met le doigt là où il faut. Il y a moins de fautes d'orthographe. Donc je pense quand même que c'est le correcteur est passé par là. Voilà, moi aussi, j'ai le même problème. Voilà, c'est une évolution qui était nécessaire. Et puis surtout, entre-temps, j'ai identifié le problème aussi grâce à beaucoup de personnes sur l'internet qui m'ont ouvert les yeux. Je pense notamment à Adrien Bozzi, dont le combat est très... pour moi, Adrien Bozzi fixe qui est l'ennemi, fixe quels sont les problèmes, fixe qui sont les traîtres, et fixe précisément quels sont les combats à mener. Et ce mec-là, par exemple, m'a beaucoup aidé justement à trouver... Il est très subtil en plus. Ouais, il est très subtil, tout à fait. Non, on le salue. Tout à fait. C'est quelqu'un de mesuré, qui n'a pas les travers du géocentrisme, qui n'est pas non plus un racialiste. C'est un authentique français, comme on en faisait jusqu'en 1789. Quoi. Voilà. Ouais.
C'est Et quelqu'un- grâce à des mecs comme ça, juste excuse-moi pour dire, grâce à des Ouais. mecs comme ça, ben, mon livre est plus orienté de manière plus spécifique et à mon avis plus pertinente. Voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Et donc, il y a ce côté à la fois sur le fond extrêmement important dans ton livre et sur la forme plaisant et surtout très provocant, chose qui s'est perdue en France. Alors, il ne faut pas oublier que la France a des racines celtes, mais elle a aussi des racines latines. Et des fois, j'ai l'impression que la latinité, en tout cas dans les milieux conservateurs, la latinité a mauvaise presse, si tu veux. C'est un truc de... On se réfère tout le temps à Céline qui disait qu'en dessous de la Loire, il n'y avait que des métèques et compagnie. Bon, ben moi, écoute, je revendique cette Europe métèque, c'est aussi l'Europe. Hein. Le Grand Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est aussi l'Europe, on a aussi fabriqué l'Europe. Et je pense qu'en tant que latin, on a des choses à amener dans le combat pour l'Europe. On ne sauvera pas l'Europe qu'avec des comptables allemands et des grands penseurs, très germaniques et très anglo-saxons. Il faut un peu de spectacle. Et nous, les latins, on est les professionnels du spectacle. Et je pense que un des grands moyens de gagner les cœurs passe aussi, il y a la raison, mais la raison n'est pas maître chez l'être humain. Il y a aussi le sentiment, il y a aussi ce que les anglo-saxons appellent le feeling, Ouais, le rêve. la séduction, le rêve. À un moment, il faut... La chanson de Roland a construit le roman médiéval. Ouais. Et à partir de la chanson de Roland, on a gagné des batailles qui étaient ingagnables. Juste en chantant la chanson de Roland. Bouvines, les Français l'ont perdu, mais ils ont survécu. Et ils ont pu y survivre parce qu'il y avait la promesse qu'avec Roland, tout n'est jamais fini. Bon, et en fait, des romans, ils font... Roncevaux. Roncevaux. Ouais, Et je Roncevaux. parle de la chanson de Roland. Oui, oui, oui. Et si tu veux, moi... Ah, Bouvines, c'est Philippe Auguste. Non, mais justement, je disais, 1214. à Bouvines, À Bouvines, ouais. on chantait encore la chanson C'est de ça, Roland. c'est ça. Parce que même si à Bouvines tout était perdu, rien que d'entendre Voilà. parler de Roland, les mecs étaient exaltés, ils retournaient au combat alors que c'était presque peine perdue, tu vois. Ouais, ouais, contre l'empereur. Et c'est pour ça que je te dis que la chanson de Roland est le thème fondateur. Et Roland, qui c'est qui l'a fabriqué? Ce sont des méridionaux. Ici. Ce sont des méridionaux Occitan. occitans qui ont fabriqué ce roman national français, franco-français. Et moi, je reprends cette tradition occitane. En tant que latin, en tant que méridional, je vais essayer de reconstruire un roman français, un roman national français, sur lequel on puisse s'appuyer par l'humour, par la transcendance, par l'exaltation, pour refaire des chevaliers. Alors ton prochain projet là qui est imminent, Ouais, 24 octobre. 24 octobre. Ça me rappelle une date. Non, en Italie c'est. Ouais, je sais plus. Ah, C'est peut-être le 22 octobre en Italie. Il y avait une date comme D'accord. ça, mais bon, peu importe. 24 octobre, crépuscule des titans. Ah, Donc je parle du Moyen-Âge, de son crépuscule, et donc du coup, par ricochet, la fin de cet âge d'or a projeté la France dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'autre. Et pour moi, j'estime, dans ce livre, je démontre que si tu veux, le français de l'an 1000 est le français absolu. Jusqu'à Bouvines, du sacre de Clovis, jusqu'à Bouvines, le français est au maximum de ce qu'il a pu être. Et en fait... ouais, il y a eu des beaux restes jusqu'à Napoléon et de Bien 1914. sûr, c'est pour ça que, justement, 1914 est le parachèvement Ouais. de l'œuvre de 1789, le grand génocide français. Ouais. À partir de là, ne resteront... c'est une sélection génétique en réalité. Hein. Le mec qui se porte volontaire pour aller se faire flinguer dans la Somme, Il disparaît. il disparaît. Donc reste qui? Il reste le mec qui fait... L'infirmier et l'infirmier, le politicien. Voilà, exactement. Donc si tu veux, j'explique qu'au Moyen-Âge, traître. on n'a pas du tout le même français en fait. Le français n'a pas encore été, n'est pas passé par le tamis de 14-18. Ouais. Donc c'est un autre français. C'est un français qui a produit la cathédrale Saint-Cernin qui est à côté. C'est un français qui a produit la cathédrale Notre-Dame. C'est un français qui a su se montrer ultra honorable à la bataille de Bouvines justement, qui a su prendre Jérusalem à 1 contre 5. C'est ça le français. Et c'est lui que je convoque dans ce livre. Et c'est lui que j'espère ramener On s'est laissé. J'espère le ramener dans le droit chemin. J'espère faire en sorte qu'ils soient moins déconcentrés. J'étais déconcentré, pardon. Ah, les jolies femmes sont jolies partout. Exactement. Et donc voilà, donc si tu veux, ce livre va servir à ça. Et bien sûr, il y a la punchline de Papacito. Et qu'est-ce que je fais? Je compare le mec du Moyen-Âge avec l'attentif moderne qui est incapable de faire 3 pas sans son iPhone. Est-ce qu'on aura Saddam Hussein en guest star? Alors, on parle pas trop de Saddam Hussein parce que là, justement, j'ai vraiment voulu faire un truc. En caméo, quoi. Non, Il vient pas.
Il vient pas. Il n'y a pas Saladin non plus alors. Mais par contre, je convoque beaucoup de figures médiévales, et y compris des figures régionales qui ne sont pas forcément connues à D'accord. l'histoire nationale, parce D'accord. que je crois beaucoup en la richesse des régions françaises. D'accord. Je crois en la nation, Ouais. mais elle est la somme de ses régions. Tout à Donc fait. il y a beaucoup d'histoires régionales aussi dans ce livre. D'ailleurs, tout à l'heure en marchant, on parlait du même phénomène qui a touché l'Angleterre, où on disait que tous les Anglais qui étaient couillus, qui étaient bons, ils sont où aujourd'hui? En Australie, Nouvelle-Zélande, Ils sont plus en Angleterre. ils sont plus en Angleterre. Après, non, il ne faut pas exagérer, mais il est certain que l'énergie qui existe aux États-Unis est beaucoup liée au fait que, tu sais, les Français le savent peu, mais l'épopée de l'Ouest a été faite beaucoup par des Français. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup des guerres indiennes, en fait, à l'époque de Buffalo Bill, hein, la légende de Buffalo Bill, ben, c'est ce messager qui traverse l'Ouest, c'était farci de Français partout. Ouais, ouais. Et l'énergie dont bénéficient les Américains est en réalité une énergie qui est liée à tous ces Européens pour qui l'Europe était devenue irrespirable, Ouais. et qui sont partis dans une terre de liberté qui allait pouvoir recevoir toute cette énergie. Ouais. La baston Floride, en plus. hein. Avec la baston en bonus. Mais qu'est-ce que sont les États-Unis? Ce sont des cathos italiens et irlandais gérés par des anglo-saxons qui sont eux-mêmes, si tu veux... Des anciens vikings. qui sont eux-mêmes, voilà, non, mais surtout qui sont eux-mêmes dans un corpus germanique, en Ouais, fait. ouais, ouais. Avec beaucoup, c'est la Rome germaine, en fait, Ouais, ouais. les États-Unis, si tu veux. Je crois que un tiers des Américains sont d'origine scandinave germanique, si Ouais, tu ouais. veux. Le reste sont des cathos irlandais et italiens. Avec ça, ben, t'as toute l'énergie européenne, tu as des peuples fantastiques qui ont fait un pays, je le regrette, mais un pays qui a une vitalité énorme. Oui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Tout à fait. Alors ce livre, 24 octobre, Ouais. je me réjouis de le lire. Et tu as lu, je crois, les livres que j'ai commis moi-même. Tout à fait. Rue Barbare notamment. Alors la survie, ça te parle de quoi? Alors moi je vais te dire, la survie est quelque chose qui me terrifie parce que en fait j'ai eu les récits quand j'étais petit de guerre civile, et même pas de survie en fait en réalité, c'est ça. mais de guerre civile de mes grands-parents qui étaient proprement épouvantables, qui étaient de l'horreur. Et si tu veux, est-ce que j'ai envie d'assister à ça? Est-ce que j'ai envie de survivre pour voir le monde rentrer dans... tu sais, il y a un micro-passage dans mon livre où je parle justement de l'après-apocalypse. Ouais, ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'explique que si tu veux, ce sera tellement terrible que je veux pas y assister. Donc je défendrai les miens tant que je pourrai le faire, Ouais. mais est-ce que j'ai envie de survivre Si tu les défends efficacement, tu t'en sors. Alors tout dépend combien de temps dure l'apocalypse. Si l'apocalypse dure un mois, ça va. Si l'apocalypse c'est pour toujours, si tu veux... Ben non, ça peut pas être pour toujours, parce qu'on retombe toujours sur nos pattes au bout d'un moment. Donc en tout cas dans Rue Barbare, si tu veux, tu donnes des exemples très qui nous parlent beaucoup parce que c'est des gens qu'on connaît. Tu convoques des figures quand tu parles notamment de cette femme qui ne peut plus aller se laver parce que quand elle va près du fleuve avec les autres femmes, il y a le risque de viol. Ouais. Elle ne peut pas faire ses besoins parce que tu expliques qu'en Inde, Ouais. quand les femmes vont faire leurs besoins, souvent c'est le moment où elles se font violer. Donc je trouvais ça très bien. Après tous ces livres, notamment le livre de Bertoldi. Enfin, en Inde ou dans le 9-3, hein, Ouais, mais voilà. pas... En tout cas dans les pays qui sont en dehors de la France, Oui, oui. dans les zones en dehors de la France, tu parles de ça. Et en fait c'est intéressant parce que ces livres ont une fonction, c'est qu'ils agissent comme les vanités qu'on mettait dans les tableaux. Ils expliquent aux bobos, si tant est qu'ils tombent dessus, mais ils expliquent aux bobos que tout ne se passera pas toujours comme ils le veulent et avec facilité. C'est-à-dire que pour l'instant, on arrive à encaisser certaines choses parce que l'eau coule, parce que l'électricité est là, et parce qu'en fait, on peut contenir les aspirations barbares via le confort. Quand ce confort va sauter, c'est très intéressant que ces livres-là existent parce que Rue Barbare dit, attention, quand ce confort-là va sauter, les choses aussi élémentaires qu'aller poser sa pêche vont constituer un défi. Est-ce que le bobo va pouvoir le surmonter? Je ne pense pas. Ni par le cardio, ni par la mentalité, ni par tout ce qu'il aura appris dans sa vie. Puisque toutes ces compétences sur tablette, MacBook, vont pas servir à grand chose quand il faudra mettre des patates ou savoir où est-ce qu'une tempe est pour frapper dedans, tu vois, pour sécher un mec. Et c'est pour ça que ces valeurs dont tu parlais tout à l'heure, elles sont complémentaires et fondamentales en ce qui me concerne la survie, mais à la vie en général, mais particulièrement en situation de survie. Ah ben de toute façon, moi j'apporte, si tu veux, toi tu apportes le codex, moi j'apporte entre guillemets, hein, je le dis avec... mais j'apporte, si tu veux, la philosophie qui pourrait aller avec ça, c'est-à-dire, maintenant vous avez le sens pratique, comment survivre, comment vous adapter, qu'est-ce qui vous attend. Et puis derrière, avec quelle valeur vous allez pouvoir surmonter ça. C'est pour ça que, si tu veux, je fais pratiquement de la prévention parce que je dis, voilà, allez à la boxe, commencez à vous confronter au réel,
faites un peu l'apprentissage de la violence, parce que le jour où ça va partir en couille, ça va être nécessaire. Donc en ça, on est quand même assez complémentaires. Même si moi, pour répondre à ta question de départ, je ne suis pas survivaliste. Je comprends. Aussi curieusement que ça puisse paraître, j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que la civilisation disparaisse. Ah, elle se transforme toujours de toute façon. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Papacito, à très très bientôt alors. Eh bien, écoute, merci Pierrot, merci pour cette interview. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.